chez Payfit. Bienvenue à la 4e édition de notre Afterwork IPA. Alors cet événement c'est quoi? Ce sont des Afterwork qu'on a pensés pour les entrepreneurs, pour les start-upers qui viennent écouter des experts comme on a avec nous ce soir. Et alors Damien Bourrelin est le Sales Director chez Payfit et il va partager avec vous les meilleures pratiques pour transformer vos prospects B2B en clients. Et Pierre Bobile, entrepreneur, 3 entreprises déjà à son actif, qui va porter son regard d'expert sur la croissance et la résilience entrepreneuriale. Encore merci pour votre présence, votre engagement. Je vous souhaite une soirée inspirante, riche en échanges et en belles rencontres. À tout à l'heure. Alors, j'aurais proposé de faire un espèce de format qui est un peu le mien, qui est un format de feignant. En fait, c'est vous qui posez les questions. Parce qu'en fait, si on doit faire une présentation, vous allez vous endormir, et c'est pas très bon. Si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse. Et si le sujet vous intéresse, c'est que vous avez des questions. Donc, ne me donnez pas tort, posez plein de questions après. On va faire une intro avec Damien qui est hyper simple. On va vous dire 3 choses contre-intuitives, 3 pour lui, 3 pour moi, sur la vente. Et après, on prend vos questions. Alors, les miennes, c'est quoi? La première, c'est que vous n'êtes pas au service du client. Vous êtes au service de votre entreprise. Et c'est un mindset qui est majeur. Si vous êtes au service du client, vous allez vous planter. Vous n'avez qu'à donner le produit gratuit, il sera ravi le client. Deuxième chose contre-intuitive, les clients sont absolument pas lucides sur leur propre situation. Et donc si vous croyez que présenter votre produit suffit, parce qu'ils vont être capables de faire le lien entre la valeur de votre produit et leur situation à eux, vous vous trompez complètement, ils sont absolument pas lucides. Et troisième chose contre-intuitive, c'est que la vente n'est pas mécanique. Tous les CRM que vous avez tous utilisés vous disent on commence par la qualification, puis le machin, gna 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 gna, et on fait le closing. En fait, la vente, c'est des conversations, il se passe plein de choses, mais il n'y a absolument rien de mécanique. Voilà les miennes. Damien, c'est à toi. Yes, merci Pierre. De mon côté, je voudrais partager 3 choses aussi. La première, c'est que il n'y a pas de magie dans la vente, mais il y a quand même de la méthodologie. C'est hyper important de le savoir. Je pense que beaucoup de personnes peuvent vendre avec une bonne méthodologie. La deuxième partie, c'est qu'il faut un mindset et les bonnes personnes pour réussir la vente. Et le dernier, il faut vraiment connaître ses interlocuteurs pour pouvoir s'y adapter. C'est 3 choses qui sonnent pour moi très obvious, mais qui sont nécessaires pour réussir la vente. Première question, allez-y. Vas-y, lance-toi. Avec ça, l'expert comptable, je me demandais, Pierre. Donc la question, c'est qu'est-ce que Payfit a pu mettre en place pour convaincre des prospects de nous rejoindre et de ne pas rester avec leur expert comptable? C'est une question qui est hyper large et je pourrais en discuter pendant 3 heures, donc je vais essayer de me retenir et d'être assez synthétique. Je dirais que avant tout, c'est de comprendre le prospect à qui je parle. Et ça va être quand même un grand principe dans la vente, c'est de savoir, de comprendre c'est quoi ses enjeux, quelles sont ses motivations, quelles sont ses difficultés. Et c'est autour de ça qu'on va articuler la vente. Forcément, on a des éléments différenciateurs dans notre produit, certes, mais il faut d'abord que je comprenne, par exemple, où on gère les congés, les absences, mais c'est peut-être pas du tout le problème de mon prospect. Ça servira à quoi que je lui montre ça? Strictement à rien. Donc c'est surtout comprendre mon prospect et ensuite adapter mon discours pour résoudre ses problèmes. Mais il le faisait déjà avec son expert comptable, cette partie paye. Oui, la partie paye, il la faisait déjà avec son expert comptable. Vous avez réussi à l'attirer vers vous et de délaisser son expert comptable? Ça, je pense que notre produit fait énormément. Aujourd'hui, on a un produit qui est très différenciant par rapport au marché. J'ai l'impression de faire un spot promotionnel pour Payfit, c'est pas du tout prévu, c'est une vraie question. Mais on est très différenciant par rapport au marché, on amène une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, face à d'autres acteurs comme Silae, face aux experts comptables qui ont une méthode très traditionnelle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des commerciaux qui connaissent très bien notre produit, qui savent exactement aussi sur quels aspects on est différenciant. Évidemment, les questions vont s'articuler autour d'éléments qui sont liés à notre valeur et à ce qu'on est capable de proposer à un prospect. Ouais, j'avoue. Bonjour, Ryan, entrepreneur. Je connais bien
Moi j'ai juste une question par rapport à vos 3 points que vous avez présentés. Le 3e point de Pierre disait la vente n'est pas mécanique, c'est des conversations. Et vous, votre premier point, c'était pas de magie dans la vente, mais de la méthodologie. Il est où l'équilibre entre ces 2 phrases? On s'en est parlé, c'est marrant, je vais laisser Pierre commencer. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre quand on vend, c'est qu'on vend pas en passant des étapes. On vous a dit, on rencontre un client, on va le qualifier, s'il est bien qualifié, on va négocier un truc, si on a négocié un truc, on va le closer. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. On rencontre d'abord plusieurs personnes dans un même compte, d'accord, avec qui on a des conversations sur des sujets différents. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir des conversations avec des gens, on va collecter de la donnée qui va te permettre de mieux comprendre le compte, mais chaque fois de manière un peu asynchrone. Et il y en a un qui va te donner une info sur un truc que tu n'avais pas avant, puis sur un autre truc, etc. Donc, il n'y a rien de mécanique. Et la vente, en règle générale, c'est ce qu'on appelle du multi-tier value selling, c'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs interlocuteurs dans un même compte que tu vas devoir convaincre et qui vont voir ton produit de manière différente. C'est-à-dire que la proposition de valeur du produit, pour chacun d'entre eux, sera différente. Pour autant, le produit sera le même. Et donc, pourquoi c'est pas mécanique? Parce que tu dois faire en sorte que toute cette communauté de gens qui sont impliqués dans la vente, eh bien, dansent dans avec le même rythme pour arriver à ce que tu le fasses, et que tu vas collecter de l'information de manière, on va dire, totalement asynchrone, parce que tu vas découvrir des choses de petit à petit. Et donc, ça ne peut pas être mécanique, parce que tu ne peux pas dire, j'ai fait un check, hop, je passe au machin suivant, j'ai fait un check, parce que tu vas de A à Z, de Z à A tout le temps, quoi. Voilà pourquoi je dis que c'est pas mécanique, et qu'en fait, faire croire aux gens que ça peut être mécanique, t'es pas un policier qui va interroger un client avec une checklist. Bonjour monsieur le client, j'ai 5 questions à vous poser. Ben, tu vas te servir, quoi. Donc ça marche pas comme ça. Exactement, et je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver parce qu'il y a une méthodologie. Dans le sens, je te donne un exemple très concret, à un moment où tu dois faire une offre, par exemple. Tu es en fin de process, tu as tout validé, on pourra y revenir après, mais bon, il y a pas mal de choses à valider. Tu dois faire une offre. La méthodologie, elle va te dire que si tu n'as pas rencontré tous les décisionnaires à la fin, tu ne fais pas ton offre. Et ça, pour moi, c'est pas mécanique, parce que mais c'est de la méthodologie pure et dure. C'est vraiment, tu te dis, bon, ben, d'un point de vue méthodo, si là, je tire une offre comme ça, sans avoir rencontré tout le monde, sans avoir capté tous les enjeux, il ne va rien se passer, on va l'acheter à la poubelle, on va laguer, et ça va rien amener à ton deal. Voilà. Juste pour compléter, je pense qu'il faut avoir l'image suivante. L'image suivante, c'est que tu rencontres des gens dans un compte pour essayer de vendre ton produit. Tout le monde est d'accord avec ça. La question, c'est comment on fait. Et la question, c'est qu'il faut construire de la donnée qui va être utile à la vente. Quelle est donc cette donnée qui est utile à la vente? Par exemple, c'est qualifier le niveau d'urgence. C'est qualifier qui va décider, qui va utiliser le produit, qui va être le champion, qui va être le bloqueur, etc. C'est tout un tas de données que tu vas donc essayer de collecter, et cette donnée, elle est collectée avec différents types d'individus, d'accord? Et petit à petit, tu te construis une connaissance qui te permet de construire une stratégie commerciale. Et quand tu as suffisamment de connaissances, et la connaissance elle est diverse et variée, tu peux dire, ok, maintenant je vais mettre en place une stratégie commerciale pour closer le deal. Mais tu vois, c'est pas du tout mécanique. Et d'ailleurs, je rajoute que si tu n'arrives pas à construire la donnée que tu souhaites, tu te dois de partir, tout simplement. Supposons que vous êtes investi dans une start-up qui a du mal à démarrer, pourtant vous avez bien aimé le business model et toute l'analyse que vous avez fait avant d'investir. Elle n'arrive pas à démarrer, vous ne trouvez pas de solution, vous faites quoi? Bon, rien, je ne suis pas en charge de la start-up. Hein. Ils n'ont plus qu'à fermer et puis voilà, moi je vais me sortir. Vous sortez de l'investissement? Je ne sors pas, j'ai perdu mon argent. Quand on investit, si ça ne marche pas, on a tout perdu, ça m'est arrivé plusieurs fois. Non. On n'a pas le choix. Vous ne pensez pas à embaucher non, parce qu'il y a un truc à comprendre qui est très simple. Quand on fait un pari sur une start-up, on fait un pari sur les individus. Si on s'est trompé sur les individus, on perd son pognon, c'est normal. Donc moi, je fais un pari sur les individus en espérant qu'ils vont être en capacité à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Si je me suis trompé, et ça arrive souvent, tant pis. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pas moi qui gère la boîte, je suis juste investisseur, c'est eux qui gèrent la boîte, c'est leur boîte.
Et j'ai une théorie très simple là-dessus, parce que si on choisit bien, il y a deux types d'entrepreneurs. C'est pour ça que les VC ne servent à rien. C'est ceux qui n'écoutent rien et qui ne savent pas faire, et ceux qui écoutent un peu et qui savent faire. Donc en fait, en tant que VC, on ne sert à rien, parce que ceux qui ont besoin de nous, ils n'écoutent pas, et ceux qui n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin de nous. Donc en fait, les VC, c'est juste du pognon. Donc vous proposez quelle stratégie de sales à un consultant qui fait du conseil aux startups pour les fonds VC? Alors dis-moi ce que tu fais maintenant en détail. Conseil de... C'est quoi le conseil? C'est un gros Enfin, conseil. ma clientèle cible, c'est les fonds VC. Oui. Et le produit, c'est faire un diagnostic stratégique et après proposer une solution pour les startups qui peinent à démarrer. Good luck. Good luck parce que les VC pensent savoir le faire mieux que toi et tu n'arriveras pas à les convaincre. Donc j'ai aucun conseil à te donner si ce n'est de ne pas parler aux VC et de parler aux boîtes. Si tu as un truc qui est super pour eux, bah, ils le verront et ils le feront avec toi. Mais les VC, ils s'en foutent, ils vont dire mais je sais faire, tu parles de toi. Ils préfèrent faire de l'investissement plutôt qu'embaucher. Ah non, mais ils vont tout faire pour ne pas le perdre. Ils vont s'accrocher, ils vont faire des trucs, mais ça ne marchera pas. Bonjour, Luigi, je suis freelance sales. Comment vous voyez l'avenir du métier de sales à l'heure de l'IA et à l'heure de la révolution qui va arriver? C'est une bonne question. C'est une bonne question et je ne dis pas que je vais avoir la réponse. Mais je peux te donner mon avis en tout cas. Je pense que c'est complémentaire. Aujourd'hui, je pense que c'est un métier qui ne sera pas remplacé par l'IA. Je suis biaisé complètement, c'est mon métier. Mais on a besoin d'humains. Et on a besoin d'humains dans le changement et dans les choses qu'on va amorcer. Et je pense que le métier de sales, sans faire du pipeau, le métier de sales, c'est un métier d'humain, c'est un métier de contact, c'est un métier de compréhension du besoin, c'est un métier d'adaptabilité à sa cible. Et aujourd'hui, une IA, peu importe comment elle va te répondre, le fait de savoir qu'il y a une IA devant toi, ça va être un frein à la vente. Et ça, j'en suis absolument persuadé. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra de l'humain. Mais par contre, je pense qu'il faudra moins d'humains qu'il en faut aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui vont nous aider à améliorer la capacité, et on en parlait tout à l'heure avec Pierre, à gérer un deal, à le diagnostiquer, à savoir si on va dans la bonne direction. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont t'aider à prospecter. SDR et AI, je pense que ça peut marcher sur une ouverture de marché. Je ne pense pas que ça peut marcher à l'échelle. Il faut être beaucoup plus impactant et précis que ça. Je pourrais en parler des heures, à nouveau. Mais ouais, je pense que ça va t'aider donc, dans le diagnostic, ça t'aide aujourd'hui à répondre à des objections, ça t'aide aujourd'hui à gagner du temps sur des tâches ultra chronophages, faire une qualification, remplir ton CRM, pareil, on en discutait, ça a peu de valeur aujourd'hui, à part mettre des stages et une pondération. J'ai des sales à moi dans la salle, il faut que je sois très attentif à ce que je vais dire. Et voilà, donc je pense que l'IA va être une aide très précieuse aux sales pour augmenter sa productivité et ses taux de closing, mais il n'y aura pas de remplacement, en tout cas je pense pas. La façon dont on va voir les choses, c'est bien ce qu'il dit. Je pense qu'il n'y aura pas de remplacement. Je vais te donner les raisons pour lesquelles l'AI, de mon point de vue, ne remplacera jamais un vendeur. Les 4 raisons pour lesquelles quelqu'un n'achète pas ton produit sont les suivantes. La raison numéro 1, le client n'est pas conscient du problème. Première raison. Et donc le rôle du vendeur, c'est de lui poser des questions, de faire ressortir des choses pour qu'en fait le client reprenne conscience de sa propre situation. Donc tu vois une AI qui va aller faire ça, compliqué. Deuxième raison, le client s'est habitué à la douleur. Donc en fait il a mal à l'épaule et il se dit ça fait 2 ans que j'ai mal à l'épaule et c'est comme ça. Et toi t'arrives, tu dis mais non mais c'est pas normal d'avoir mal à l'épaule. Est-ce qu'une AI peut faire ça? Je suis pas sûr. Troisième raison, ils sont incapables de prioriser les choses. C'est-à-dire qu'un client, il a plein de trucs à faire, il a plein de trucs qui ne vont pas. Tu viens avec un produit, quel qu'il soit, il va se dire, comment je priorise ça par rapport à autre chose? Et c'est très très compliqué pour quelqu'un de le faire. Et le rôle du vendeur, c'est de mettre en contexte son produit par rapport aux priorités de ce qu'il a compris du compte. Une AI, ça va être compliqué à faire. Et la 4e raison, c'est que les gens ne savent pas décider. Ils sont toujours les pieds froids quand il faut décider. Et là, tu as besoin d'un vendeur. Donc je ne pense pas que l'AI puisse remplacer un vendeur, c'est un des rares métiers où ce ne sera pas le cas. Je pense que par contre, tu as raison, en termes d'assistant, ça peut être extrêmement puissant. Il y a plein de trucs qui sont du niveau de la robotique pour moi. Tu vois, les emailing, les call calling, les machins, il y a plein de trucs que là, on peut totalement automatiser, qui t'enlèveront les tâches qui, de mon point de vue, ne sont pas très humaines et pas très intéressantes,
et te restera les tâches qui, de mon point de vue, sont des tâches nobles. Donc, pour reformuler, si j'ai bien compris, le métier de sales va être un peu augmenté via l'IA. Et du coup, j'en profite un peu de la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des outils qui sont concrètement dans cette veine-là? Je sais qu'il y a Mojo qui fait la transcription, qui aide pas mal aussi pour les pitchs, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils là qui arrivent, qui vont débarquer, qui vont peut-être changer le game? Ouais, complètement. Je peux te parler un peu de notre tool stack et des choses qu'on est en train de regarder. Aujourd'hui, on utilise Mojo. Évidemment, pour le transcript, c'est colossal. Donc, à la fin de ton call, t'as toutes tes notes qui sont faites et qui sont faites sous le format que tu demandes. Donc, nous, on a une note de qualification pour nos SDR avec des critères très précis à remplir. Tout ça, ça va être pré-complété avec une relecture, hyper important de la faire, et de mettre l'humain, justement, qui manque aujourd'hui dans l'IA. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, on utilise Dust. Dust, qui est un agrégateur d'IA générationnel sur lequel on crée des agents très spécifiques sur des choses. Donc, on a un agent sur notre produit et l'écosystème de la paye, qui est quelque chose de très compliqué. On a un agent aussi qui va nous aider sur tout ce qui est gestion des objections. Donc, en temps réel, tu as une objection, les key points, ça va être ça, à l'équilé. Donc, et on imagine des agents encore, là, on est aux prémices, on a lancé ça cette année, on imagine des agents pour tout, on imagine des agents pour compléter son CRM automatiquement, on imagine, on en parlait encore aujourd'hui, on imagine des agents pour tout un tas de choses, mapper un compte, récupérer des signaux à l'extérieur pour pouvoir avoir une lead gen qui est toujours plus chaude. Donc c'est tous ces éléments qui font la différence. Évidemment, Pierre en parlait, la personnalisation d'email aujourd'hui, la personnalisation de l'approche, te donner un contexte, une raison d'appeler quand tu es en prospection à froid. Pourquoi tu appelles cette personne? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas lui dire? T'imagines si demain tu es en mesure de savoir que cette personne elle est dans la boîte depuis X temps, elle est passionnée de golf et ils sont à la recherche de tel et tel outil. Tu t'appelles, tu sais exactement ce que tu dois dire, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et on a un outil qui existe déjà. Je sais qu'il y a Clé qui se rapproche un peu de ça, mais est-ce qu'il y a un outil qui fait ça? Nous, on le fait in-house avec une agrégation de différents outils, donc là. Ouais. Et ça va venir. On n'a pas... Bonsoir. Quel est votre avis là, dans ce contexte où la plupart des canaux sont saturés? Je pense au SEO où les gens sont déconcertés, Google Ads qui laisse juste un petit peu de marge pour pouvoir continuer, LinkedIn qui est saturé, le cold calling, on n'en parle plus, l'email, enfin tout est un peu saturé. Donc j'imagine que les bonnes startups peuvent arriver à optimiser un petit peu pour surnager, mais comment une startup moyenne peut s'en sortir en 2025, 2026 dans ce contexte où en prospection, même les salons, enfin, tout semble saturé? Comment, c'est quoi vos inputs? Même l'input me semble saturé aujourd'hui. Voilà. Je peux commencer? Vas-y. Merci pour la question, bonsoir. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Déjà partir du principe que c'est pas saturé. Et je pense que l'état d'esprit, il est hyper important, je le disais dans mes 3 points clés du départ. Aujourd'hui, et je leur dis, il y a une partie qui est là, j'ai des SDR qui font leur taf. On a augmenté notre productivité par rapport à il y a 4 ou 5 ans. Et ils font de la outbound pure. On passe des coups de fil, on passe des standards, un peu à l'ancienne, parce que quand on lit aujourd'hui les stratégies de tout le monde, on a l'impression que la outbound est mort, mais la outbound marche très bien. Aujourd'hui, la outbound, il faut y aller, c'est de la méthodologie, c'est de la rigueur, c'est du travail, c'est énormément d'investissement de la part des personnes, mais ça marche quoi. Après, je suis moins spécialiste sur les canaux marketing, SEO, je sais que c'est compliqué, je sais que d'un point de vue LinkedIn, il y a des nouvelles réglementations en permanence qui viennent bousculer tout le monde. Ça, j'en suis conscient, mais en tout cas, je vais répondre, et je laisserai peut-être Pierre compléter après, mais sur la outbound, en tout cas, ma conviction personnelle est que c'est pas encore saturé, qu'il y a encore plein de place, parce que les gens, ils aiment pas faire ça. Et parce que les gens, ils ont peur de prendre leur téléphone, parce que ça fait peur, parce que ça demande de la rigueur et de la méthodologie, mais il y a la place. Moi, je vais te faire une réponse en 2 volets. Le premier, c'est que tu as raison, il y a effectivement beaucoup de gens sur le digital et que avant
Avant, on pouvait accéder aux gens, on prenait un téléphone, on appelait un numéro de téléphone et décrochait, on pouvait leur parler. Ils raccrochaient souvent, mais on arrivait à leur parler. Maintenant, c'est compliqué. Maintenant, je pense que la partie digitale, elle est très souvent très mal faite. Je m'explique. Pour que ça marche, il faut 3 choses. Il faut un message, 4 choses. Un message qui soit quelque chose qui te fasse réagir, et tu as peu de mots pour le dire, donc c'est compliqué à écrire. Et les gens le font très mal, ils parlent de leurs produits, tout le monde s'en fout. Il faut un message qui parle aux gens, et ça on ne sait pas les faire. Il faut un call to action, qui soit un truc qui soit non contraignant, mais qui fasse rentrer le prospect dans le cycle. Et ça on le fait très mal aussi, on propose des trucs qui sont, de mon point de vue, souvent trop contraignants. Après, il faut utiliser le bon canal de communication. Donc, il y en a cité quelques-uns, le cold email, le LinkedIn, le YouTube, le machin. Il y en a pléthore. Et en fonction de ta cible, évidemment, tous ne sont pas bons. Si tu cibles des entrepreneurs qui ont plus de 50 balais, tu ne vas pas aller sur TikTok. C'est un exemple. Donc, tout ça pour dire que, pour que ça marche, et après, une fois que tu as le canal de communication, tu les envoies sur une plateforme, d'accord, pour qu'ils fassent quelque chose. Donc, pour que ça marche, la difficulté, c'est pas juste de faire un bon message, un bon call to action, trouver le bon canal et le bon machin, c'est de faire les trucs qui marchent tous en même temps. Et souvent, quand ça marche pas, on se dit, bon, bah, le canal est pourri. C'est peut-être ton message qui est naze, ton call to action qui est pas bon, ou ta plateforme qui est pas la bonne non plus. Donc c'est ça qui est très compliqué, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une bonne maîtrise de tout ça, et que tu peux peut-être l'optimiser. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, si je vais dans ton sens en disant, il y a beaucoup de pollution là-dessus, je pense que le seul truc à faire, et c'est moi mon point de vue depuis très longtemps, c'est d'augmenter la conversion. Ma question c'est la suivante, tu veux 1000 leads étant convertis 1 ou tu veux 2 leads étant convertis 2? Moi j'en veux 2 et je convertis 2, ça me va très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut maintenant, les gens on confond la vente aujourd'hui en disant c'est de la lead gen. La lead gen c'est un aspect de la vente, mais la vraie vente pour moi c'est la conversion. C'est quand tu as un prospect, tu le prends et tu l'amènes jusqu'au bout, il devient client. C'est ça la vente. Et ça, on a perdu la noblesse de ça. Et de mon point de vue, ce qu'il faut, c'est énormément travailler ta capacité à convertir un prospect. Et si tu fais ça, tu verras que tu as besoin de moins de leads. Voilà ma réponse en deux phrases. Une question pour Pierre par rapport au mindset. Tu penses que pour cibler, par exemple, la France, est-ce qu'il faut que l'équipe soit française, soit pour bien cibler? Alors moi j'ai une théorie là-dessus, je ne suis pas du tout politically correct, mais j'ai le droit ici. Donc je me fous que tu sois une femme, que tu aies quel âge, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois ce que tu veux, français ou japonais. Le seul truc qui compte c'est est-ce que tu es bon. Tout le reste je m'en fous. Donc si tu trouves des gens compétents, yes, vas-y. Mais c'est pas parce qu'ils sont français qu'ils sont compétents, c'est pas parce qu'ils sont japonais qu'ils sont pas compétents. Ça, pour moi c'est pas la bonne question. La bonne question c'est est-ce qu'ils sont compétents. Donc quels sont tes critères de compétence? Et s'ils sont compétents, fonce. Tu vois, donc c'est pas du tout, je pense qu'il n'y a que ça qui compte, c'est la compétence. C'est un truc qu'on a perdu dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais c'est la compétence, pour moi c'est la base. C'est discriminant de choisir quelqu'un, normalement, et il faut le dire, mais c'est sur la base de la compétence qu'on va avoir quelqu'un qui va faire de la vente. Moi ce que j'achète, c'est des vendeurs compétents. C'est pas des Français ou des ce que tu veux, je m'en fous. Je veux des gens compétents. Donc ne prends que ça comme critère, ça t'aidera. Après je pense que si je peux amener un petit peu de granularité sur la réponse, de mon point de vue, selon le marché que tu vas adresser, parfois tu vas adresser un marché très traditionnel. Je pense que avoir un français parfait, en tout cas, peu importe ton origine, mais très bien parler français sera essentiel pour adresser du monde, en tout cas sur la haute bande en tout cas. Ça fait partie de la compétence, quelque part. On peut le mettre dans la compétence en effet. Ce qui m'intéresse, c'est les leviers pour faire décoller vos ventes. Pour moi, les startups B2B, donc forcément elles s'adressent au B2B, mais c'est surtout, il y a un fondateur ou des cofondateurs qui sont généralement spécialisés dans l'innovation, la tech, et pas du tout formés à la vente. Et la deuxième chose, c'est les cycles de vente qui sont très longs plutôt. Et j'arrive pas à savoir comment ça match parce que les startups que je rencontre généralement, les cofondateurs prennent des gens, donc des SDR, des stagiaires, des alternants pour vendre, et il n'y a aucune maîtrise sur la conversion, sur la signature. Question facile. La question principale, c'est les leviers. La question est super facile, je vais répondre et je pense que tu seras d'accord avec moi.
La vente, c'est pas quelqu'un qui vient et qui a une compétence commerciale particulière et qui fait un truc génial et tout d'un coup ça marche. Pour qu'un vendeur soit en position de réussir, il faut quelques trucs. Je t'en cite 3. Le premier, il faut que ton produit ait une valeur. Quand tu vas me dire, ah, super, la plupart des produits n'ont pas de valeur. Première chose. Deuxièmement, si ton produit a une valeur et que tu sais l'exprimer, il faut que tu puisses catégoriser ton produit, on appelle ça positionner ton produit, pour que ton prospect puisse comprendre assez rapidement comment comprendre cette valeur. Et dernier point, il faut qu'il y ait une cible extrêmement précise de gens pour qui cette valeur résonne. Donc tant que tu n'as pas une proposition de valeur extraordinaire, un positionnement clair et une ICP très précise, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Surtout pas avec des alternants. C'est la fin de ma réponse. Quand on est patron d'une start-up, d'accord, le seul job que vous avez à faire, c'est d'aller voir des clients. Parce que les clients, c'est le marché. Et le rôle d'un CEO, c'est de comprendre son marché. Si tu sous-traites ça à un alternant, tu n'as rien compris. Et l'alternant non plus. C'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus intéressant d'aller sur le marché. Donc le patron nous aux États-Unis, quand j'étais VC aux États-Unis, on avait une règle qui était simple, que ça va vous surprendre ici en France, mais quand on faisait une Series A, il y avait des déclencheurs de Series A, on regardait et on disait, tiens, est-ce que le CEO a arrêté de vendre? Parce que le jour où le CEO arrête de vendre, ça veut dire qu'on a fait un playbook de vente et que ça marche et qu'on peut le donner à un vendeur et que ça marche. Mais avant de faire le playbook de vente, il y a du boulot, hein. C'est long, il faut changer le produit, il faut comprendre le marché. Et ça, le seul réceptacle pour ça, c'est le CEO. Donc le CEO qui lâche la vente dans une entreprise jeune, c'est suicidaire. Je ne peux pas rajouter grand-chose. Confier les rênes de sa société à, comme vous l'avez dit, des stagiaires ou des gens pas formés, c'est juste pas responsable, je pense. Et je l'ai dit dans les 3 principes du début, avoir les bonnes personnes, avoir le bon mindset, c'est essentiel. Donc je pense qu'il faut savoir s'entourer, faire son go-to-market, monter son équipe sales, c'est pas une tâche anodine, bien au contraire. Je pense que le CEO a sa responsabilité pendant très longtemps, effectivement, d'embarquer ses équipes et de rester proche du terrain, ça doit rester. Et le nôtre en est un exemple, même au stage où on en est. Et oui, il faut choisir les bonnes personnes et les onboarder correctement. Et ça, je pense aussi que c'est le devoir de la boîte dans laquelle on bosse, d'onboarder les gens correctement pour les mettre dans les conditions de réussite, parce que c'est en mettant les gens dans les conditions de réussite qu'on va les faire performer. Tu parles de méthodologie, est-ce que tu as peut-être une méthodologie à nous présenter pour faire les ventes? Et pareil, j'ai une deuxième question pour Pierre. Je m'assois, ça va être long. Tu parlais de données aussi, Pierre. Quelles sont pour toi les données obligatoires à récupérer absolument pas le Okay. Je te laisse commencer. Si tu veux. Il faut qu'il réfléchisse à la méthodologie, donc je vais commencer. Pour les données, il y a 4 typologies de données. Je vais être très, très rapide. Il disait que c'est une science, la vente est une science. La première donnée, c'est la perception. Ça, on ne fait pas attention. C'est que les gens, ils vous voient, ils ne vous connaissent pas, ils vous rencontrent pour la première fois, et ils ont déjà une perception de ce que vous êtes, de votre produit, de votre expertise, de votre marque, parce qu'ils ont vu votre site web, ils ont vu des trucs. Et donc, il faut être lucide sur la perception qui pourrait être toxique. Par exemple, boîte trop petite, produit buggé parce qu'il y a eu des mauvais rapports, des machins, j'en sais rien, plein de trucs, et débunker cette perception très vite. Sinon, si tu le fais pas, ça reste dans la tête des gens, et à la fin, tu ne sais pas pourquoi tu as perdu le deal. Perception, c'est la première typologie de données. La deuxième typologie de données dont tu as besoin, c'est de l'intelligence interne. Qu'est-ce que tu connais de toi? J'ai cité 3 points tout à l'heure qui doivent être absolument des choses parfaitement comprises par les vendeurs. La proposition de valeur, le point de vue, le positionnement, la cible, tout ça c'est de la donnée interne qu'on accumule dans une entreprise où on crée des convictions, et il faut que ça tu l'aies, c'est une forme de data que tu dois avoir prégnante. Troisième typologie de données, c'est ce que j'appelle la discovery, que tout le monde connaît. C'est là quand on parle à un client, alors on lui pose des questions et on découvre des trucs. Ça c'est la troisième typologie de données qui permet de construire de la connaissance sur le client. Et la dernière typologie de données qui pour moi est la plus importante, c'est ce que j'appelle la donnée construite. Et la donnée construite, c'est que tu vas prendre tout ça et tu vas construire de la donnée qui n'existe pas et que tu vas soumettre au client. Par exemple, l'urgence, la raison légitime d'acheter ton produit,
les douleurs que crée la situation d'un client, etc., etc. Ça, c'est des données construites que tu vas exposer à un client et dont tu vas te servir pour vendre ton deal. Voilà les 4 typologies de données sur lesquelles moi je travaille. Je vais faire mon sales de base. Je vais te poser des questions. Tu me parles de méthodologie, on part d'où? Est-ce qu'on a le lead? Est-ce qu'on l'a pas? Est-ce qu'on a commencé à parler à un prospect? Ok, bureau, téléphone, il faut commencer à passer des coups de fil. Ouais, t'as dit que tu croyais en outbound, Ouais. on se met dans l'outbound. Clairement, on se met en objectif à outbound. Déjà, le premier truc, c'est de savoir à qui tu veux parler. Et d'être le plus précis possible dans à qui je veux parler. Parce qu'aujourd'hui, ton vivier d'entreprise à appeler, il est énorme. En France, si ton produit est international, c'est encore plus gros. Tu peux te perdre et passer... voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais connaître ton ICP et le faire vraiment en entonnoir. Mais laser, je te donne un exemple. Je m'adresse à qui? Est-ce que je m'adresse RH, DAF, CEO, TPE, PME? Dans quelle industrie? Où est-ce que je vais le plus raisonner? Où est-ce que je vais avoir le plus d'impact? Où est-ce que je vais répondre au mieux aux enjeux de mes prospects? De là, tu te dis, ok, qui c'est qui va le plus m'écouter? Par exemple, nous, on vend de la digitalisation sur plein d'aspects. Ok, on va aller chercher les DAF de moins de 40 ans. Si on adresse de la restauration, on va se dire, ok, de la restauration, pour passer chez Payfit, un restaurateur qui est sur LinkedIn ou un restaurateur qui a fait une école de commerce, on va beaucoup mieux, plus facilement lui vendre ce qu'on a à lui vendre. Donc déjà, c'est faire ce travail en amont. Ton téléphone, avant que tu aies fait ça, tu ne le décroches pas. Une fois que c'est fait, tu scrapes. Plein d'outils d'enrichissement aujourd'hui qui t'aident à savoir qui c'est, comment, pourquoi, enfin voilà, tu scrapes. Et là, tu passes tes coups de fil. Et après, si je fais tout le funnel, on en a pour un moment, mais tu ice break, tu poses des questions, tu t'intéresses, jusqu'à découvrir si ça vaut le coup déjà que toi tu passes du temps dessus. Et ça, je rejoins souvent Pierre, si la personne, ça vaut pas le coup que tu passes du temps sur le deal, tu sors quoi. Parce que tu es au début, tu n'as pas de temps à perdre. Donc il vaut mieux 2 leads bien qualifiés que tu vas closer plutôt que 1000 et t'en closes un, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. Donc de là, tu pars, tu découvres, tu génères l'intérêt. Et après, tu crées un second rendez-vous. Sur cette première phase, parce que je sais qu'il y a 2 écoles là-dessus, ceux qui disent il ne faut pas perdre trop de temps à chercher trop d'informations sur les clients parce que finalement on perd trop de temps à essayer d'aller chercher les infos à droite, à gauche, etc. Et eux, leur argument, c'est de dire en fait, prends ton téléphone et au fur et à mesure, tu auras des informations au fur et à mesure que tu les interlocuteurs. Et les autres qui disent non, on peut passer quand même beaucoup de temps à qualifier. Quitte à finalement passer beaucoup de temps à réfléchir sur un compte en se disant c'est lui que je veux et tout, puis finalement on a récolté plein d'infos, mais finalement ils ne laissent même pas parler et c'est tout. Ouais, je suis personne pour juger, mais on l'a dit tout à l'heure, 1000 leads, une conversion, ou 2 leads et 2 conversions, le calcul est vite fait, donc je préfère avoir une méthodologie beaucoup plus précise. Et pour moi, le travail d'un SDR, on voit beaucoup de ça sur LinkedIn, pareil, je ne juge pas, c'est 2 méthodes différentes. Il y a des gens qui considèrent que poser une démo, c'est dire allô, j'ai de quoi vous sauver la vie, est-ce que vous avez 15 minutes demain pour qu'on en parle? Bah ouais, en fait, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas s'il va y avoir de l'impact, tu mobilises quelqu'un, tu passes du temps. Nous, on a une approche qui est en tout cas beaucoup plus qualitative avec cette discovery qui est faite dans un premier temps pour qu'on arrive sur un rendez-vous qui est qualifié et sur lequel tu sais que ton temps, il va être bien mobilisé. Voilà. Je peux rajouter un truc, ça me donne des idées. Moi, j'ai quelques clés de lecture là-dessus. C'est tu dis, on n'a pas le temps de poser des questions, la méthodologie, machin, etc. Moi, je pense que les questions doivent être intentionnelles, ce que font très mal les vendeurs. Il y a plein de questions débiles qu'on pose qui sont une perte de temps. Par exemple, comment vas-tu? Tu vois, la réponse, je m'en fous et toi aussi. On a perdu juste une question. Ou alors, est-ce que tu as du budget? Question débile. Ou alors, quels sont tes challenges? Question débile. Donc, il faut poser des questions intentionnelles, c'est-à-dire que tu comprends tes points forts dans ton produit, et il faut que tu ailles voir si la personne à qui tu parles peut être sensible ou pas à ces points forts. Donc les questions, elles sont hyper précises, hyper dirigées, et là, tu ne perds pas de temps, tu poses des vraies questions, et je pense qu'on pose beaucoup trop de questions qui n'ont aucun intérêt. Moi, j'ai vécu aux US, donc on est très direct, et je suis très direct de toute façon par nature, donc ça change. Moi, ça ne me gêne pas, mais il faut savoir poser des questions intentionnelles. Ça, c'est un premier truc important. Tu verras que tu vas gagner beaucoup en compréhension. Et la deuxième clé de lecture que moi j'ai sur comment on fait,
Et j'en ai une, c'est cherche des ventes faciles. On s'en fout de L'Oréal, on s'en fout de Total, on s'en fout de tous ces machins. Cherche quelqu'un qui est sensible à ta valeur, qui va l'apprécier et qui va la monétiser. Basta. Cherche des ventes faciles. Donc ne cherchez pas. Quand on parle d'ICP, il a totalement raison, Damien. C'est un truc qu'on fait très mal. Je vois souvent des boîtes qui me disent on va cibler les PME. Ah, et tu vends quoi? Un CRM. Ok. Et on sait quoi les PME? Qui c'est qui peut répondre à la question ici? Personne. Par contre, si tu me dis on va cibler les PME industrielles qui ont au moins 5 vendeurs, pas plus de 10 vendeurs et qui sont en région parisienne, ah, du coup, c'est plus précis, je peux peut-être faire quelque chose. Et si je dis que c'est entre 5 et 10 vendeurs, c'est que j'ai un CRM qui correspond pile poil à ça. Et là, tu es précis. Là, on n'est plus dans les PME, on est dans un truc précis. C'est ça que dit Damien. Si tu n'es pas précis, tu perds un temps de malade. Bonjour, alors moi c'est Feriel, chief of staff. Alors moi ma question c'est comment, une fois qu'on est arrivé justement à la dernière étape de vente, comment est-ce qu'on peut répondre à la question d'un prospect qui nous dit qu'il n'a pas assez de budget? Comment on peut contrer? C'est ta spécialité ça. Ils sont jamais le budget les prospects. Hein. Malheureusement. Je pense que tout le travail doit être fait en amont pour moi, pour pas se retrouver dans cette situation de j'ai pas de budget. Si vraiment ton prospect il a pas de budget à la fin, bah, c'est que tu as mal qualifié, tu as mal poussé ta valeur et que notre boss, enfin mon boss appelle ça une fausse barbe, quoi. C'est une fausse excuse, c'est que tu as loupé quelque chose ailleurs. Et donc j'ai pas une réponse fondamentale à la question parce que c'est forcément qu'il y a quelque chose dans le funnel plus tôt qui a été manqué. Est-ce que c'est répondre correctement aux enjeux? Est-ce que c'est avoir bien identifié? Est-ce que ton prospect il connaît suffisamment bien ta valeur? Il peut y avoir 1000 raisons à un moment. Ah non mais on n'a pas de budget. Ah non mais en fait c'est pas le bon timing. Pour moi c'est la même. Quand on entend ça à ce moment-là, c'est la même objection. Elle peut s'appeler et sonner différemment, mais c'est la même chose. Donc c'est soigner ton travail en amont, quoi. Je suis d'accord. Rien à dire. Ok. Ma question sur la base de votre expérience, vous disiez Pierre tout à l'heure, l'une des objections, ça va être le client n'a pas conscience ou le client s'est habitué à la douleur. Comment on gère ça quand les gens sont habitués à bricoler, ça leur convient tout à fait, et qu'on arrive avec une proposition de valeur dans laquelle on croit, mais on sent qu'en face, voilà, on s'est habitué à cet état d'esprit. Voilà, c'est quoi les techniques pour gérer ça? Merci beaucoup. C'est de lui faire comprendre le gain que ça va représenter. Et le gain, il peut être sur plein d'aspects. Ça peut être un gain financier, évidemment. Ça peut être un gain de sécurité. Ça peut être un gain de temps. Mais c'est comment ça se traduit, comment le changement va impacter positivement, mais aussi comment le non-changement peut impacter négativement. Et je pense que c'est ça un moment qu'il faut faire comprendre aux prospects, et c'est ça la recherche de cette douleur d'épaule. Ok, en fait, si tu soignes pas ton épaule, dans 2 ans, tu pourras plus lever le bras. Et toi, si on te dit ça demain et que tu as un problème avec ton bras, bah, tu vas te faire soigner. Et à côté, essayer de le transformer aussi, et je pense que ça a beaucoup plus d'impact, mais ça peut être aussi de le transformer comme si tu lèves ton bras, et tu vas être en mesure de faire plus et donc de gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est toujours transformé par rapport aux conséquences que ça peut avoir et aux enjeux que va avoir ton prospect. Pour compléter la réponse, moi je dirais qu'en fait les êtres humains sont des animaux d'habitude. Donc si tu as l'habitude de faire un truc, le plus dur à faire c'est de changer d'habitude. C'est pour ça que la vente c'est dur. Parce qu'on demande aux gens de changer quelque chose. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'être 10 fois meilleur que ce qu'ils font aujourd'hui. Si tu es juste 2 fois meilleur, tu vois, tu es juste meilleur, ils vont dire, bon, écoute, ouais, c'est mieux ton truc, mais mon truc, là, il marche. Et tu ne vendras jamais. Par contre, si tu leur dis, là, je suis 10 fois meilleur, ils vont dire, merde, 10 fois meilleur, quand même, je vais quand même réfléchir. Parce que là, pour le coup, il y a un vrai impact. Donc, tu vois, ça, c'est le premier élément de réponse. Mais à un moment donné, si tu veux, s'ils n'ont pas conscience que ce que tu fais, c'est mieux que ce qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de problème. Et s'ils n'ont pas de problème, ils ne vont jamais acheter ton produit. S'ils font quelque chose, ils sont satisfaits de la façon dont ça fonctionne, qu'il n'y a pas d'urgence à le changer et qu'il n'y a pas de problème identifié grave, tu n'arriveras pas à vendre, c'est même pas la peine d'essayer en fait. Il est content de son truc, mais qu'il continue. D'accord? Sauf si, à un moment donné, le besoin, on ne crée pas les besoins. Hein. Le truc que les gens qui disent, avec le marketing, on va créer les besoins, ils n'ont jamais rencontré un individu.
Parce que les individus, ils ont soit des besoins explicites, soit des besoins implicites. Un besoin implicite, c'est un truc dont on n'est pas conscient. Par exemple, on rencontre un DAF, on lui dit sais-tu, il y a un désengagement chez toi. Non. Ben si, tu vois, il y a un Français sur 4 qui dit qu'il veut quitter sa boîte. Donc forcément, dans les tiennes, il y en a un qui veut se barrer. Ah, j'étais pas au courant. Besoin qui était implicite et qui devient explicite. Problème, peut-être. Et le besoin explicite, c'est j'ai un problème, je veux le régler. Mais c'est les deux statuts qu'on peut avoir, il n'y en a pas d'autres. Hein. On ne crée pas des problèmes que les gens veulent régler. Les gens, ils ont des problèmes pour régler, mais ils ne veulent pas en créer des nouveaux. Donc, s'il n'y a pas de vrai problème, s'il n'y a pas de vraie douleur, de vraie urgence, et là, ça rentre vraiment dans l'urgence, pour moi, un deal où il n'y a pas d'urgence, il n'y a jamais de deal. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais l'urgence, pour moi, c'est un des critères clés d'un deal. Et quand je vais voir un prospect, je me dis, est-ce qu'il a urgence à résoudre son problème? Et s'il n'y a pas urgence à résoudre son problème, il ne bougera pas. Est-ce que tu as déjà acheté un truc où tu n'étais pas en urgence de l'acheter? Non. Rarement. Toi, oui. Moi, non. mais l'urgence, c'est un vrai critère. Ça s'appelle le shopping, hein, je suis Question. Alors j'ai une question sur les équipes sales, pour les leviers. Je vais partir de mon expérience personnelle et j'aimerais avoir un peu votre avis. J'ai travaillé 4 ans pour une licorne. On est en hyper croissance, hein, vous savez, c'était l'époque où il y avait de l'argent magique qui était partout, quoi. On avait fait des grosses levées, on est passé même d'une équipe sales de 20 à même 300 sur toute l'Europe. Et en fait, ensuite, il s'est passé qu'il n'y avait plus de magie, du coup, réduction des effectifs. Et là, on est passé à un sales, en fait, on n'avait plus de SDR, il n'y avait plus d'AE. C'est qu'on était passé qu'à des sales full cycle. J'ai l'impression que c'est ce qu'on voit un peu plus dans les startups françaises, parce que je ne connais pas le reste. Et je voulais savoir, pour vous, quand on veut viser gros, qu'est-ce qu'il faut pour... quel type de profil il faudrait pour une boîte de sales pour aller chercher de l'affaire. C'est-à-dire une équipe SDR, une équipe AE. Là, je sais que ça dépend des marchés, mais c'est quoi le combo, le cocktail Je vais me prêcher pour notre paroisse et pour ce qu'on a décidé de faire chez Payfit. Moi, j'aime bien le principe du SDR et de l'AE. On a aussi une petite équipe full cycle qui permet une belle montée en compétences des SDR qui deviennent AE et qui ont un rôle hybride, ce qui donne des belles opportunités d'évolution aux SDR, qui les aide à se former et derrière à maximiser leur taux de conversion quand ils deviennent AE full-time, avec que des démos qui viennent de la part des SDR. Enfin, que des démos, on s'entend. Chaque AE chez Payfit a quand même une part de chasse, parce que pour nous, c'est notre ADN et c'est important pour le mindset, pour la croissance, etc. Moi, je pense que c'est deux métiers qui sont très différents, et je trouve ça très difficile de s'organiser à long terme dans la gestion d'une prospection à grande échelle et dans le closing. Conviction personnelle, en tout cas pour du SMB. Moi je réponds en disant que je pense que tu as vécu dans une boîte qui a peut-être été un peu trop vite, donc tout le monde est parti, mais c'était pas forcément l'équipe commerciale qui ne performait pas, c'était la boîte qui était dans un état bizarre. De mon point de vue, je pense que le truc le plus important qu'on fait très mal, c'est de créer des playbooks. C'est-à-dire que, fondamentalement, la vente, c'est exécuter quelque chose dont on sait que ça marche. D'accord ? Un vendeur ne va pas changer la nature de la performance commerciale de l'entreprise si le produit est pourri, si le client n'est pas là, si tout ça. Donc le vendeur, il va exécuter quelque chose, une méthode qui fonctionne. Donc il faut, de mon point de vue, faire beaucoup de post-mortem, prendre le temps de les faire, on ne les fait pas assez souvent, et de ces post-mortem, créer des playbooks. Moi, quand j'étais dans ma première boîte que j'avais, qui est rentrée en bourse, j'avais fait un playbook de 120 pages sur la vente. Il y avait 120 pages. Et je donnais ça à tous mes vendeurs. J'en avais 90. Et ils devaient lire le truc et il y avait tout dedans. Parce que j'avais pris le temps de modéliser ce que je pensais qui marchait, ce que je pensais qui ne marchait pas. Donc déjà, t'évitais de faire les bêtises que tout le monde fait si tu ne leur dis pas. Et ensuite, tu scales la boîte avec des best practices dont tu sais qu'elles fonctionnent. Donc c'est important quand tu veux faire du scaling, d'écrire des vrais playbooks, et c'est un document qui est totalement dynamique, parce que les choses changent très vite, et qui permet à un vendeur d'être toujours à niveau par rapport à ça. Tu vois, un playbook avec les highs, ça me paraît une évidence aujourd'hui. Est-ce que la vente, c'est facile ? Si vous êtes venu, c'est que pour vous, il y a des trucs qui ne vont pas. Qu'est-ce qui coince ? Quel est le truc auquel on n'a pas répondu qui coince pour vous ? L'énergie ?
C'est toi le grand motivateur. Hein. Ouais. C'est un vrai défi. Et je pense qu'il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait, ça c'est une certitude. Et encore une fois, j'enfonce beaucoup de portes ouvertes, hein, mais il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Il ne faut pas hésiter à varier les tâches, je pense. Et on se l'est dit un peu plus haut. Quand on se demande qui on doit appeler, les jours où on ne se sent pas d'appeler, bosse sur ton pipe, fais du suivi de tes deals, fais d'autres choses, quoi. Mais il faut cette énergie pour appeler, pour closer. Ouais, ça demande un vrai état d'esprit. Il y en a qui ont fait récemment des corrélations entre les sportifs de haut niveau et le travail. Un sportif de haut niveau, un nageur, quand il va dans la piscine à 7h du matin ou 6h du matin et qui se tape 3 heures de piscine, il n'est pas super motivé. Hein. Et puis il fait froid dehors, il n'a pas tellement envie. Mais c'est le seul moyen de devenir un champion olympique un jour. À toi, c'est pareil. Tu as des trucs qui ne te plaisent pas, tu n'as pas le choix, tu le fais. Tu vois, il n'y a pas de recette du bonheur. Hein. Il y a plein de trucs qui sont chiants, il faut les faire. Et tu verras qu'en faisant un truc qui marche et que tu n'as pas aimé faire, finalement, tu prends plaisir. Tu te dis, bon, c'était cool, ça a marché. Je répète la question, mais on n'a pas parlé de vente indirecte. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prioriser? Pareil, tout va dépendre de ton produit, tout va dépendre de ton modèle, tout va dépendre de qui va faire ta vente indirecte. Alors moi, par exemple, sur mes expériences, je sais qu'établir une relation de confiance avec un prospect à froid, c'est long. Et c'est là où on peut perdre beaucoup de temps, à passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à créer une relation où il se dit, ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, le sujet de perception. Et qu'on peut peut-être gagner avec la vente indirecte, où en fait on a des partenaires qui ont déjà une bonne image auprès de notre prospect, et puis en fait ça peut être un accélérateur. Est-ce que pour vous c'est un levier ou pas? Oui, c'en est un, c'est indéniable. Après, je pense que ça a un coût, quoi. En indirect, tu vas donner ta marge, tu vas donner ton deal entre les mains de quelqu'un d'autre. Moi, je pense que les deux sont complémentaires. On fait les deux, nous, chez Payfit, et on a d'abord été très direct. Et on commence à se développer sur l'indirect. Évidemment, il y a des partenaires qui sont tellement présents chez un prospect qui peuvent faire la pluie et le beau temps. Je vendais du hardware avant. On faisait un maximum de nos deals en indirect parce que c'est des gens qui sont tous les jours chez le client et qui savent faire la différence. Mais ça ne nous empêchait pas de faire du direct aussi. Donc je pense que les deux doivent cohabiter et que c'est hyper important de prendre soin d'un réseau de partenaires parce que c'est un très bon levier pour croître. Évidemment, si tu es dans un business model où tu sais qu'il y aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus vite, travaille avec ton réseau de partenaires. Ouais. Moi, j'ai une théorie là-dessus qui est très particulière et qui est très simple à comprendre. Tu dis, je cherche un partenaire parce qu'il a accès à des clients et donc, grâce à lui, je vais pouvoir vendre mon produit. C'est ça que tu dis. Okay. Le partenaire, il te regarde à toi exactement de la même manière. Et donc, en fait, le seul moment où tu as le droit d'avoir un partenaire, c'est quand tu peux le rendre successful. Si tu ne sais pas faire ça, il ne faut jamais le prendre. Si tu penses que la personne que tu as en face va passer de l'énergie à vendre ton produit plutôt que son produit, il ne le fera jamais. Par contre, si elle a un intérêt à le faire et que ça lui permet à lui, à elle, d'être bien meilleur, etc., elle le fera. Je te prends un exemple. Une fois, on avait un logiciel qui marchait super bien. On avait 12 millions d'utilisateurs aux US. Et il y a Stanley Black & Decker qui m'appelle. La marque toute jaune, là, les trucs avec les perceuses et tout ça. Et ils me disent, ouais, Pierre, ton truc il est super, il faut qu'on se voit. On voudrait en faire une marque blanche pour Stanley. Bon, Stanley, c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on devait faire 50 000 euros d'MRR, donc on était un peu plus petits. Bon, je dis, ok, je viens, donc je vais dans le Connecticut, je les rencontre, et on décide de faire un produit marque blanche, qui était le même que le mien, mais tout jaune. Leur truc, je me suis dit, on va tout déchirer, ils ont 11 milliards, ils ont un marketing de malade, on est des bouffons, on n'a rien. Et en fait, mon produit, qui était bleu, pas jaune, il marchait mieux que le sien. Parce qu'ils ne connaissaient pas les emails, ils n'avaient pas les emails de leurs clients, ils avaient un marketing qui était totalement naze, et ils ne savaient pas exploiter ce truc-là. Et donc en fait, j'ai fait un deal avec eux, me disant ils vont beaucoup m'aider, mais en fait, ils me regardaient moi comme quelqu'un qui devait les aider, eux, à se moderniser. Et j'ai pas compris ça. Maintenant j'ai compris. J'aurais jamais fait un truc comme ça, j'aurais fait un truc totalement différent. Mais le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu n'es pas en capacité à rendre tes partenaires successful, ne commence pas le partenariat. Et si tu arrives à faire ça, tu verras que tu auras énormément de leviers qui vont se mettre en œuvre pour toi et qui vont te rendre successful, mais ça sera que la deuxième phase. Avec le recul, vous auriez fait quoi? J'aurais pas fait l'application, j'aurais pas donné l'application comme ça, j'aurais travaillé avec le marketing avant. Et j'aurais mis en place plein de trucs marketing avec eux,
et j'aurais fait ça très différemment. Parce que sinon, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que nous, on avait 12 millions d'utilisateurs, et eux, ils en avaient 300 000. Donc, si tu veux, on était là, bon, c'est pas cool, quoi, ça va pas. Et je pense qu'il y avait des trucs à faire avec eux au niveau produit qui étaient peut-être un petit peu différents aussi. Mais j'avais totalement sous-estimé le fait qu'ils ne savaient pas faire de marketing. J'avais totalement sous-estimé ça. Pour moi, c'était pas possible. Ils savent par contre faire de très bonnes perceuses et beaucoup de mètres. Ils en vendent pour des millions de dollars par an, c'est un business complètement incroyable. Oui ? Du coup, je suis méga curieuse. Comment s'est passée la toute première vente que tu as faite? La toute première. Tu sais, le premier B2B que tu signes. C'était comment? Je suis vieux, moi, tu sais, ça. Je sais pas si je vais me rappeler de tout ça. Hein. Le premier truc que j'ai vendu, ben, j'ai commencé chez Xerox. Moi. J'ai fait la grande école de Xerox. Et donc, je vendais des photocopieurs. Et j'avais la rue des prostituées. Parce que j'étais ce qu'on appelait les GP, donc les grands publics. Donc on avait des rues et on tapait chez les bouchers, chez les avocats, chez les notaires, chez tout ça. Et j'avais des prostituées dans la rue, et je me rappelle, parce qu'on prenait le café le matin, on se rencontrait tout le temps, parce qu'à force on finit par se connaître. Et mon premier livre, je sais pas, je crois que c'était un notaire qui a dû acheter 2 ou 3 copieurs, et j'ai été faire comme si j'avais ouvert un tabac, mais ça devait être à peu près ça. Mais après j'ai fait des trucs bien différents. Je travaillé sur des très très grands comptes. Et une fois pour Sybase, j'ai fait un des plus gros deals de l'histoire de Sybase avec Matra et avec le CEA. C'était des gros deals, on avait vendu des tonnes de bases de données, c'était assez sympa. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, parce que j'en ai fait pas mal, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs du premier en fait. Et c'était des copieurs, c'est sûr. Toi, c'était quoi? Donc moi c'était de l'enterprise, donc c'est pas une vente instantanée, mais j'ai rejoint une équipe. Dans mon portefeuille, il y avait un gros assureur, on va dire, et j'ai réussi à débloquer une entité et à vendre une partie de leur parc informatique, alors qu'on n'était pas présent sur cette entité. Je me souviens relativement bien. Les leviers dans l'ordre, pour faire décoller vos ventes? Ouais, tu veux que je commence? Vas-y. Les leviers, c'est super simple. Il n'y a pas de magie. Il a dit, en fait, il n'y a pas de magie, c'est de la science. Donc d'abord, il faut des fondations. Fondation, c'est ta valeur, ton positionnement et ta cible. La plupart des startups sont opportunistes. L'opportunisme tue. Parce que ça vous demande beaucoup d'énergie pour pas de résultat. Donc il faut savoir dire non. Et on dit plus souvent non qu'on dit oui. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que les bases sont là? Proposition de valeur, positionnement, cible. Si tu n'as pas ça, c'est mort. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, une fois que tu as ça, c'est d'être très intentionnel dans ce que tu fais. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de comprendre ce que tu sais très bien faire et de comprendre si le use case que tu as en face des yeux correspond parfaitement à ce que tu veux, en cas d'usage, à ce que tu veux et que tu peux signer. Et si tu ne peux pas, il ne faut pas continuer. Donc il faut être hyper intentionnel dans comment tu vas travailler et qu'est-ce que tu cherches. Poser des questions hyper précises et savoir dire non. Le levier de dire non, il est énorme parce que moi, je me rappelle partir de deal. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Parce qu'on se dit, c'est hyper dur d'avoir des deals. Hein. C'est toi qui disais tout à l'heure, c'est de la merde, le digital, on n'arrive plus à toucher les gens. Donc quand tu as un qui te parle, tu dis, bah je viens. Quoi. Mais le problème, c'est que si tu viens et que tu ne vas pas signer le deal et que tu ne pars pas, à la fin, tu as perdu le deal. Par contre, si tu vas et tu dis non, je ne reste pas, c'est toi qui es parti. Tu as le droit de revenir. C'est important à comprendre, parce qu'une fois que tu as perdu un deal, c'est pour toujours. Par contre, si tu es parti de toi-même, tu peux revenir. Et le fait de partir, ça vous donne une force incroyable. De se dire, waouh, j'ai eu le courage de me lever et de partir. Parce que ça veut dire que vous êtes lucide sur ce qu'il faut faire pour réussir. Donc il faut apprendre à partir. Moi, ça serait un conseil que je vous donnerais. Apprenez à vous lever et à partir. Ça vous donnera vachement de lucidité dans le travail. Je dirais, si demain on me confie et on me dit, ok, bah, là il faut faire décoller les ventes, je dirais soigner son ICP, on l'a dit tout à l'heure, avec évidemment la connaissance de la proposition de valeur, c'est essentiel, mais soigner son ICP, être méthodique dans l'approche, faire du signal-based marketing, je pense que ça c'est essentiel aujourd'hui, savoir pourquoi on appelle, à quel moment on appelle, et ce qu'on va dire, avoir les bonnes personnes en place, on en a parlé un peu plus tôt ensemble. Et je pense que c'est déjà des bons leviers qui peuvent faire avancer les choses. Mais vraiment, j'ai quand même un gros focus sur l'ICP parce que je me dis quand on commence et quand on est une petite start-up, on parle de start-up, quand on est une start-up B2B, on n'a pas de temps à perdre. Il faut savoir
qui on va s'adresser pour maximiser le temps qu'on a. Juste pour bien comprendre ce qu'il vient de dire. Si tu as un extraordinaire vendeur, c'est le maître du monde, il est super fort, etc., et que tu as un mauvais produit, un mauvais positionnement, etc., tu vas mourir plus vite. Parce qu'il va s'évertuer à faire les choses qu'il ne faut pas faire très bien. Maintenant, si tu as un mauvais vendeur, mais tu as un bon produit, un bon positionnement, etc., tu vas survivre. Parce qu'il ne va pas être bon, mais comme le reste est bon, tu vas vendre. Donc la question, elle est vraiment... Et l'ICP, ce qu'on dit, le positionnement, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Et ça, c'est le cœur du réacteur. Le vendeur, c'est plus de l'exécution. Si on exécute sur une mauvaise stratégie, on ne réussit pas. Et quelle que soit ta capacité à exécuter un extraordinaire vendeur sur un mauvais produit, il sera naze, il n'y arrivera pas. C'est impossible. Donc il n'y a pas de magie, c'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de magie. Est-ce que tu as un bon produit, est-ce que tu as une bonne cible, est-ce que tu sais en parler? Déjà, si tu sais faire ça, déjà c'est pas mal, quelle que soit la qualité du vendeur. Merci Pierre, merci Damien. Merci.